Madame, monsieur, bonjour, l'Afterlap, le podcast du sport auto, vous retrouve pour un 117e épisode dans son histoire, spécial WRC, spécial Rallye de Croatie 2022, spécial Guillaume Lafay comme à chaque fois, puisque c'est notre consultant et ami qui se rend disponible pour nous. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais tu sais que depuis l'an dernier, nous avons pris la bonne habitude de nous retrouver après chaque WRC. Et j'ai entendu quelques remarques. Oui, mais bon, la F1 quand même, il n'y a pas mieux. Tu fais plus un épisode par Grand Prix. Pourquoi le WRC? Et moi, je réponds deux choses, mon cher Guillaume. Un, parce que j'ai plaisir à te retrouver, bien sûr, et à écouter tes commentaires pertinents et toujours très bien sentis. Mais deux, les scénarios des rallyes, depuis un an, c'est génial. Et depuis ce début d'année, c'est fabuleux. Pour moi, c'est mieux de parler aujourd'hui de WRC Croatie que de F1 Imola, quand bien même le Grand Prix a été sympa, mais ça sera pour une autre fois. Donc, non, incroyable ce début de saison encore, hein, Guillaume? Une très beau début de saison, effectivement. Alors c'est vrai que ce week-end il y avait énormément de choses à suivre, hein, surtout pour nous Français avec le MotoGP aussi, la Formule 1, le WRC et d'autres courses aux États-Unis ou en Australie que tu affectionnes particulièrement. Mais c'est vrai que le WRC cette année est juste splendide. Chaque rallye nous donne un scénario comme tu l'as mentionné, avec des rebondissements qui semblent être écrits et puis finalement qui est tout chamboulé par un ou l'autre des événements en particulier. Cette fois, c'était plutôt les conditions climatiques, des crevaisons, des choix de pneus qui ont fait que le rallye a été de vraies montagnes russes, de la toute première spéciale à la toute dernière. Donc on va en parler, mais on a vraiment eu un rallye juste magnifique. La seule chose qui est peut-être un petit peu moins marrante, on va dire, c'est que pour moi, je pense qu'on a trouvé déjà le champion du monde 2022. Alors après, on verra, hein, parce que tout semble toujours écrit et puis tout change, mais pour moi, je pense qu'un certain Finlandais a marqué de très gros points ce week-end. Effectivement, je suis comme toi. Kalle Rovanperä, si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, c'est bien lui qui s'est imposé dans ce rallye de Croatie. Et effectivement, il y a une autorité qui se dégage de celui que Jari-Matti Latvala a appelé le Miracle Kid, le gamin miraculeux, parce qu'effectivement, il a su aller rechercher sa victoire. On va vous redécrire tout ça en détail. Mais tu sais, avant de te retrouver, là, je me disais, mais au fait, il a quel âge, Rovanperä? Je sais très bien qu'il est très jeune, bien sûr, mais je ne savais plus si c'était 20, 21, 22, je te le dis franchement. Bon, 21 ans! Mais c'est vrai, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que c'est effectivement une sorte de vieux briscard déjà qui met tout le monde d'accord, quoi. C'est ça, oui, et voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'on en parle. On attendait sa toute première victoire, elle est arrivée un tout petit peu plus tard que prévu, mais finalement, voilà, à 21 ans, comme tu le dis, c'est, je pense, sa 3e saison complète en WRC. Il a déjà gagné sur la terre, sur la neige, et puis là, il gagne sur l'asphalte. Donc voilà, très clairement, c'est le futur du WRC. Si en plus il continue à avoir une voiture aussi fiable et performante que la Toyota, dans les prochaines années, voilà, j'ai bien peur, on va dire, qu'on reparte sur une petite série de titres de champion du monde finlandaise cette fois et non plus française. Oui, parce que dans notre microcosme franco-français, mais qui débordait sur le monde, évidemment, les deux Sébastien qui ont régné sur le WRC pendant tant d'années, et qui vont peut-être d'ailleurs continuer un petit peu, mais ça, on verra ça pour la fin de l'émission. C'est vrai que je m'amusais toujours à regarder, et tout le monde le savait, Sébastien Ogier avait environ 1 an d'avance sur les temps de passage de Sébastien Loeb. Hein, ça, par rapport au nombre de premières victoires, du nombre de 10e victoires, de premiers titres, enfin, tout ça. Bon. Mais là, Rovanperä, il est des années en avance sur nos deux Français. Hein. Là, c'est incroyable. À 21 ans, Loeb et Ogier n'en étaient pas là, ça c'est sûr. Non, bien sûr. Après, ils n'ont pas du tout la même trajectoire. Rovanperä, à 4 ans, il faisait des figures et du drift sur les lacs gelés sur les genoux de son papa, qui était lui déjà en WRC. Loeb et Ogier sont partis de nulle part. Ils avaient quasiment pas un sou en poche et ils ont grandi petit à petit. Rovanperä a eu cette
cet avantage-là. Il y en a d'autres qui ont eu cet avantage, hein, Oliver Solberg par exemple, mais qui n'a pas du tout la même réussite et qui n'aura très certainement pas du tout la même destinée non plus. Donc il construit sa carrière de manière extrêmement intelligente, en ayant pris le temps d'apprendre, même si parfois il y a eu certains moments où il a semblé manquer un peu de patience. En tout cas, il semble très très bien entouré. Chez Toyota, je pense une équipe, voilà, on va le dire, hein, depuis le début, qui est à très très forte connotation finlandaise aussi. Il est un peu à la maison, à la manière de ce qu'a fait Fréquelin avec Loeb et de ce qu'a fait Kennel avec Ogier. Ben, Latvala est en train de le faire avec Rovanperä. Et je pense que c'est là, tu sais, on en parlait. Moi, je doutais un petit peu du vrai rôle de Latvala en tant que team manager parce qu'il a jamais eu vraiment de grosses décisions à prendre. Bah, je pense que c'est plutôt dans ce côté un peu paternel, un peu transmission du savoir et de l'expérience, qu'il a un vrai rôle à jouer et qu'il joue de manière sublime avec Kalle Rovanperä en ce moment. Ah oui, non, tu as raison. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai rôle d'accompagnement et de soutien paternel, un peu, effectivement, et une présence comme ça qui joue beaucoup. Alors, écoute, si on revoit en détail un peu le cheminement de Kalle Rovanperä dans ce rallye de Croatie, si une petite parenthèse au passage, donc deuxième édition de ce rallye de Croatie, c'est sûr que ils y sont pour rien, les pauvres. Enfin bon, ça n'a pas été la meilleure pub touristique, si j'ose dire, pour la Croatie ce week-end. Entre la météo évidemment un peu pourrie, mais on s'aperçoit que ça a été un peu sur beaucoup de coins d'Europe. Et puis effectivement un revêtement asphalte qui parfois nous a semblé terreux, qui nous a semblé un peu moche. Enfin bon, je dis ça de toute façon un peu comme ça, à l'emporte-pièce, hein, mais c'est vrai que ça. Bon, c'était pas si évident que ça. Hein. Ah bah non, clairement, comme tu le dis, deuxième édition de ce rallye de Croatie. L'année dernière, c'était censé être un rallye sans spectateurs, qui a été avec des spéciales où on avait eu des dizaines de milliers de spectateurs au bord de la route. Bah, ça s'est confirmé cette année, hein, où le public était vraiment de retour et on a vu des images de liesse et de foule complètement pas hallucinante, mais pas bien loin, à la cérémonie de départ à Zagreb, au bord des spéciales, une spéciale qui est annulée justement avec trop de spectateurs, on va dire, et des conditions de route qui étaient tellement compliquées qu'elle nécessitait justement d'annuler cette spéciale. Après, c'est vrai que ce rallye sur asphalte, avec ces innombrables flaques et feuilles posées sur la route, c'était un petit peu particulier, mais c'est ce qui fait le charme du rallye aussi. On se rappelle de San Remo aussi sur l'asphalte à la fin de l'automne où on avait ce type de paysage un petit peu, alors avec un peu moins de terre parce que c'était plutôt des murs et de la montagne plutôt que des forêts. Mais ouais, moi, je me régale toujours autant à voir ces voitures en configuration asphalte, à la fois en glisse à certains endroits parce qu'il y a des flaques, il y a de l'aquaplaning et là on en a vu mais des dizaines et je pense il y a pas un seul pilote qui a pas fait une erreur et c'était juste magnifique à regarder. Mais c'est vrai que en tout cas c'est un beau rallye en Croatie qui commence à faire ses preuves et je doute pas qu'il continue à perdurer dans le monde du WRC. Même si j'aimerais quand même bien qu'on retourne un petit peu en Corse dans les prochaines années. Alors écoute, j'ai intitulé cet épisode que vous pourrez retrouver en audio comme d'habitude sur toutes les plateformes d'écoute usuelles et en vidéo, bien évidemment aussi sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Je l'ai intitulé Rovanperä et les autres. Parce qu'effectivement, il y en a eu des autres qui ont eu un rôle à jouer. Et ça se trouve, on n'est pas loin de parler aujourd'hui, on n'a pas été loin de parler de la victoire de Tanak. Mais ça n'a pas été le cas. Donc honnêtement, c'est Rovanperä qui a pratiquement tout écrit lui tout seul, j'ai envie de dire. Et parfois à son corps défendant. Bon, je divise moi son rallye en trois épisodes. Le premier, de vendredi jusqu'à samedi après-midi, une domination sans partage. Là, honnêtement, il est le patron, personne ne rivalise avec lui. Alors les autres ont peut-être des ennuis, sont peut-être frappés par des crevaisons par-ci, des sorties par-là, mais le fait est que Rovanperä domine de la tête et des épaules. Tu es d'accord, Guillaume, pour cette première partie? Oui. Clairement, comme on dit depuis quelques temps maintenant, c'est le mot à la mode, c'était une masterclass de Rovanperä cette première journée, avec quasiment tous les temps scratch. Il augmente son avance petit à petit. De manière très très linéaire. On a l'impression qu'il ne force pas trop. Il évite tous les pièges. Alors, il les évite et puis il en met peut-être un peu sur la route aussi, puisqu'il partait premier sur cette manche.
donc ce qui a facilité vu les conditions très très humides. Donc c'est lui qui ramenait un petit peu de la boue, de la pierre, des feuilles sur la route. Après, il faut pas oublier aussi que Rovanperä, il avait zéro expérience sur ce rallye, hein. Oui. L'année dernière, il est sorti à la première spéciale au bout de 4-5 virages. Il était même pas reparti en rallye 2, donc il avait vraiment zéro expérience de cette Yaris sur l'asphalte croate. Et tout simplement, bah, il a construit son avance de manière très très intelligente. Il était là d'abord pour ramener des gros points, voir comment ça allait se passer. Et puis c'est les autres qui ont craqué petit à petit avec, comme tu l'as dit, des crevaisons, des sorties de route, des têtes à queue, des problèmes techniques. Donc oui, on se retrouve à la fin de la première journée avec une avance d'une vingtaine, trentaine de secondes, je crois, à la Mm. régulière pour Rovanperä, et puis qui a même été augmenté par les pénalités de Thierry Neuville. Donc Voilà. voilà. Donc, effectivement, là, c'est clair, il y a lui et les autres de manière incontestable. Et pourtant, à partir du samedi après-midi, les ennuis commencent pour Rovanperä. Et c'est pour ça aussi que sa victoire, elle est d'autant plus belle. C'est parce qu'effectivement, il n'a pas été épargné par une crevaison d'abord, par un mauvais choix de pneus le dimanche matin. Et pour ceux qui, comme moi, je l'avoue, se sont dit un peu le dimanche matin, bon, on se retrouvera à la Power Stage, parce qu'évidemment, ça se regarde et il n'y a pas de problème, mais qui constate que Tanak reprend la tête du rallye à une spéciale de la fin, effectivement, là, on l'a pas cru. Que s'était-il passé? Rovanperä a lui aussi subi des ennuis et des coups du sort. Ah bah tout à fait. Concrètement, bah, il a crevé effectivement dans une des spéciales de l'après-midi le samedi, ce qui a fait que malgré quasiment 1 minute 40 d'avance à un certain moment sur Tanak, et ben il a perdu énormément de temps. Il crève, il ne sait pas trop pourquoi au tout départ d'une spéciale d'une dizaine de kilomètres. Il fait le choix de pas changer la roue, donc il perd énormément de temps dans la spéciale, mais moins que s'il avait changé la roue. Et là, Tanak revient à 19 secondes, puis 14 dans la spéciale suivante, parce qu'il avait décidé aussi d'attaquer fort pour essayer de continuer à pousser Calais à la faute. Et puis finalement, à la fin de journée, Rovanperä reprend un petit peu d'avance, donc on finit avec une vingtaine de secondes d'avance à la fin du samedi. Et puis le dimanche matin, bah, comme tu le dis, un choix de pneus pour les quatre spéciales. Tanak on va dire, qui les met sur la table et qui dit, bah, on va parier qu'il pleut, on met des pluies ou des softs dans le coffre et on part comme ça, on voit ce que ça donne. Rovanperä, lui, a fait le choix de partir plutôt avec un mix entre des pneus durs et des pneus pluie. Et puis, il s'avère que, bah, comme tu l'as très bien mentionné, Rovanperä gagne quelques secondes sur les premières spéciales du matin. Et puis, par contre, dans l'avant-dernière spéciale, énorme averse. Très très grosse pluie intense qui crée des flaques de partout. Et ben, Tanak, avec ses pneus beaucoup plus tendres et beaucoup plus adaptés à la situation, remonte tout le temps perdu et se retrouve 1 seconde 4 devant Rovanperä avec uniquement la Power Stage à jouer. Et là, tout est remis en cause. On ne connaît pas l'état de la route. Il y a déjà un passage qui a été fait dans le matin. Mais tout est remis à zéro. Oui. Et voilà, Alors, c'est game on sur la oui. Power Stage. Alors ça, c'est le troisième acte en lui-même, effectivement, cette Power Stage. Mais attends, petite question quand même à l'ingénieur que tu es aussi. J'ai pu être un peu étonné quand même de la différence que simplement le fait d'avoir des pneus soft par rapport à des pneus moins soft pouvait provoquer en faveur de Tanak. Honnêtement, je m'y attendais pas. Sur un Monte-Carlo entre les pneus clous, pas clous, là, on sait que la gamme est très différente et que les écarts se creusent. Là, c'est juste un degré de moins, si j'ose dire, sur des pneus normaux, si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors après, pour être tout à fait honnête, je sais plus exactement s'il était en pneus pluie, enfin s'il n'avait pas un mix de pneus pluie et de pneus Soft. Tanak dans la Oui, voiture. si, je crois. Mais moi, j'ai compris que Rovanperä avait un mix de pneus moins soft, donc on va Hard. dire, Oui, oui, il était en et hard oui, et en pluie. et en Donc, pneus pluie. Ouais, c'est ouais. juste le côté soft qui fait la différence. Et ça suffit pour faire une telle différence. Et ça m'a quand même un peu étonné. Ah oui, 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 tout à fait. Bah, les hard, c'est vraiment dur, dur, hein. C'est fait pour durer dans des spéciales de 25-30 km
sur des asphaltes très abrasifs qu'on peut avoir à différents rallyes, alors que le pneu soft, lui, comme on l'a vu notamment au Monte-Carlo, ou alors l'année dernière, c'était pas les mêmes gommes puisque c'était pas les mêmes voitures, mais le pneu soft est fait vraiment pour des températures plus fraîches, plus humides, ou des spéciales beaucoup plus courtes. Et là, effectivement, avec la température aussi, qui était quand même assez fraîche pour la saison, tout simplement, Rovanperä devait avoir énormément de difficultés à faire monter la gomme en température, à la garder en température aussi. Et c'est pour ça que il glissait beaucoup plus que Tanak. Et puis surtout, la différence, elle se fait là aussi, hein. C'est-à-dire que quand on a des pneus qui sont parfaitement adaptés à la situation, psychologiquement, le pilote est beaucoup plus à l'aise pour attaquer, alors que Rovanperä, qui lui déjà avait une position à défendre plutôt que d'attaquer, en plus avec des pneus qui n'étaient pas forcément adaptés à la situation, il savait comment était chaussé Tanak, il s'est dit, oula, il faut vraiment que je fasse attention. Mon objectif aussi, c'est le championnat, hein. Tanak, il est très loin au championnat du rallye, il est un tout petit peu moins à la fin du rallye. Voilà, mais en tout cas, son adversaire principal à Rovanperä, c'était Neuville sur cette manche. Donc, son objectif, c'était de rester devant Neuville. Donc, toute cette combinaison, pour moi, fait que, au final, c'est une addition de dixièmes de seconde, par-ci, par-là, à chaque virage, qui fait que, à la fin, c'est des poignées de secondes et des grosses poignées de secondes qui se sont perdues sur cette spéciale. Et on se retrouve avec un final fabuleux sur la Power Stage. Alors donc le troisième acte en lui-même, je l'isole pour cette Power Stage uniquement, avec l'impression, Guillaume, tu vas me dire si tu la partages, l'impression un peu surréaliste d'avoir vu le meilleur pilotage dans une Power Stage depuis que cet exercice existe. Enfin, ça m'a semblé fabuleux ce qu'a fait Rovanperä. Non seulement il a rebattu Tanak donc pour bien gagner ce rallye, mais il a mis une tôle à tout le monde, pardonnez-moi l'expression, avec un sentiment de domination, mais comme j'ai jamais vu dans une Power Stage. Je veux dire, quand Ogier bat Loeb de 9 secondes au Monte-Carlo, on est déjà à trouver ça incroyable. Là, il met 20 secondes à Breen. Il y avait Rovanperä là sur une autre planète dans cette Power Stage. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Oui, tout à fait. Alors après, je prendrai un peu plus de pincettes que toi sur le fait que c'est la meilleure Power Stage de tous les temps. Le pilotage a été magnifique, ça c'est sûr. Les caméras d'hélicoptère qui montraient les passages sur ces grandes courbes en sortie de forêt, c'était vraiment magnifique. Après, il faut pas oublier aussi que, on va dire, ils étaient que 3 à jouer quelque chose sur cette Power Stage. Tanak, Rovanperä et Neuville, qui lui allait chercher les 5 points. Après, les autres derrière, sachant que ça allait se bagarrer aussi fort devant, on préférait ne pas prendre de risques et retrouver un Breen effectivement à 22 secondes ou un Evans à 21 secondes. C'est pas forcément étonnant dans le sens où eux, ils avaient plutôt ramené la voiture à la maison, marqué les points pour le championnat et pour cette Power Stage. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut mesurer un tout petit peu les propos. Ah, mais je m'enflamme un peu parfois, tu m'en veux pas, hein, parce qu'effectivement, on est dans le feu de l'action et sur le moment, oui, ça m'a semblé fabuleux, mais oui, tu as raison, ça peut s'affiner. Oui. C'était un très très grand pilotage. C'est sûr que pour mettre 5 secondes à Tanak qui se bat aussi pour la victoire et pour une première victoire cette saison et une première victoire depuis très très longtemps. Je sais même plus la dernière fois que Tanak a gagné un rallye, mais de toute façon il fallait une grande performance de Rovanperä. Encore une fois, il en était pas obligé dans le sens où une deuxième place déjà il augmentait encore son avance sur son dauphin au championnat, mais il a voulu y aller avec panache. Il l'a fait proprement, il était en confiance, en maîtrise sur tout le rallye. Chapeau à lui. Ah oui. C'est pas l'Arctique 2021, la dernière victoire de Tanak en championnat du monde? Ça fait un an? Très certainement, ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Ouais, c'est ça. Février 2021, la dernière victoire de Tanak. Donc, effectivement, pour un champion du monde, ça fait un petit peu mal. Bon, cela étant, autant là, pour Rovanperä, il y avait plein de choses à dire avec ses rebondissements, malgré tout, mais à la fin, cette victoire que tout le monde, honnêtement, tout le monde ne peut que saluer
et elle est même méritée. Enfin voilà, ça aurait été super pour Tanak, mais et bravo à lui d'avoir su saisir une chance quand même. Mais bon, la victoire de Rovanperä à la fin, elle est clairement logique. Et si donc on s'extasie sur Rovanperä, bravo aussi à Tanak, mais il n'y a rien à dire. Il a fait le meilleur qu'il pouvait faire et son résultat est vraiment super. Une deuxième place, franchement, ça fait du bien au moral quand même pour lui, même s'il doit être un peu déçu parce qu'il s'y est peut-être cru aussi. Et on a le sentiment que voilà, ça revient un petit peu pour Tanak et honnêtement, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on sait très bien que c'est un acteur majeur du WRC. Et depuis quelques temps, le voir comme ça un peu traîner sa misère, bah, c'était pas tout à fait normal. Là, il y a un retour quand même aux avant-postes de Tanak et ça fait plutôt plaisir. Oui, oui, bah, ça fait quelques rallyes où on le sent un petit peu plus en forme, en osmose avec la Hyundai. Il a clairement manqué de chance en Suède, comme on le sait, avec ce problème d'hybride. Là, aujourd'hui, il montre qu'il est de retour aux affaires, qu'il se sent beaucoup mieux dans la voiture. Il l'a bien mentionné à la fin sur les différents points stop que voilà, la voiture était plutôt bonne. Elle a été fiable de son côté, ce qui n'a pas du tout été le cas du côté de Neuville, par exemple. Mais en tout cas, la Hyundai se montre de nouveau un peu performante, on va dire, un peu plus performante en tout cas, pour permettre à Tanak de se battre sur les prochaines manches à armes égales. Cette fois, peut-être qu'il a été aussi désavantagé par sa position sur la route, pour une fois, puisqu'il est parti loin dans le classement sur la première étape, où Rovanperä a commencé à faire le trou un petit peu sur lui. Tanak a aussi eu quelques petits soucis, je crois qu'il a eu une crevaison à un moment aussi qui lui a fait perdre un petit peu de temps, pas autant que Rovanperä, mais qui lui en a fait perdre un peu. Et puis il a été très très beau joueur à la fin du rallye de toute façon en disant bah, moi j'ai fait ce que j'ai pu, je ne pouvais pas pousser plus, chapeau à Kalle Rovanperä, il mérite sa victoire. Nous on prend rendez-vous pour la suite. Et puis même si notre chance au championnat est vraiment infime, eh ben on va continuer à pousser fort et espérer que on puisse remonter petit à petit parce que Ouais. Ben voilà, voilà. il y a des choses à jouer. Non, tout à fait. Donc, bravo à Rovanperä, effectivement, extraordinaire, fabuleux. Quatrième victoire dans sa carrière, deuxième cette saison, première sur asphalte. Et effectivement, il a maintenant gagné pratiquement sur tous les terrains. Donc, oui, oui, un futur champion du monde est là. Est-ce que ce sera dès cette année? Ben, ça semble bien parti, autant le dire franchement, déjà, à la troisième des 13 manches. On est obligé de le dire de manière tout à fait sensée, avec 29 points d'avance sur Neuville au championnat, 46 sur Vrine, 49 sur Tanak, 59 sur Evans, on va en reparler bien sûr, mais bon, voilà. Donc le patron, il semble bien être là. Bravo à Tanak qui effectivement ne pouvait pas faire mieux et quelque part il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour Tanak qui est là et qui ne termine qu'à 4 secondes 3 de Rovanperä. Maintenant je voudrais que tu me parles de Thierry Neuville et on va essayer de reprendre dans le détail tout ce qui lui est arrivé. Attends, c'est incroyable. Je suis pas fou, il a bien failli sortir dès le troisième virage de la première spéciale. Ouais, alors Bon, ça commençait déjà fort. comment on fait? Est-ce qu'on se prévoit des petits sandwichs, des petits rafraîchissements là, histoire de balayer? Parce que c'est vrai que le rallye de Neuville a été, enfin, si on veut tout passer en revue, c'est juste impossible. Mais effectivement, Oui. il se fait une première frayeur dès la première spéciale dans ces conditions extrêmes. Lui aussi, pour le coup, devait marquer des points et essayer de se repositionner au championnat le plus proche possible. Il a voulu attaquer dès le départ. Oui, il a fait énormément de petites fautes, on va dire. On voyait il conduisait un petit peu au-dessus de la limite pour être juste au contact de Rovanperä. Donc c'est là où on voit aussi que Rovanperä était largement avec une voiture qui l'était tout autant, je pense. Et puis Neuville, il a tout simplement enchaîné un peu les galères, donc des petites sorties de route, des frayeurs, des sorties de route un peu plus importantes où il va taper un talus, il arrache un peu son splitter à l'avant. Et puis après, surtout, il a cette grosse alerte juste avant le parc d'assistance où il a une panne d'alternateur, tout simplement. La voiture ne veut plus démarrer, il change la batterie, il arrive à redémarrer, mais il cale un petit peu plus loin et rebelote. Donc ils sont obligés de faire 800 mètres avec Martin Village à pousser la voiture, pas forcément sur du plat et encore moins en descente. Et on les voit arriver à l'assistance, enfin au point de pointage, en tout cas complètement exténués. Neuville qui lâche la voiture en roue libre pour qu'elle passe sous la tente des commissaires, Martin
qui pose le carnet et qui s'écroule au sol, allongé. Enfin, ils ont fait un vrai effort physique pour ramener la voiture. Manque de chance, ils arrivent quand même avec 4 minutes de retard au pointage, ce qui fait qu'ils ont 40 secondes de pénalité et ce qui les met très rapidement, très loin, enfin encore plus loin en tout cas, de Rovanpera à 1 minute 20 ou 1 minute 30, je crois. Mhm. Donc voilà, à partir de ce moment-là, la messe était plus ou moins dite. Oui. Et puis ça s'est enchaîné. Le soir du vendredi, ils prennent encore 1 minute de pénalité, mais là, clairement, de leur faute, on va dire, hein, puisque c'est un enchaînement d'excès de vitesse sur les liaisons, sur les parcours routiers, ou comme on aime le répéter, il faut respecter le code de la route. Ces voitures de rallye ont les mêmes règles à respecter que les voitures de monsieur et madame tout le monde. Et puis derrière, donc il fait un très beau comeback. Il attaque très fort dans les spéciales. Il fait un trou énorme aussi dans la spéciale détrempée du samedi. Il reprend très rapidement aussi la troisième place, donc à des Breen et Evans, voire Katsuta, qui eux ont fait leur rallye de manière complètement transparente du début à la fin. Oui. On en reparlera peut-être un petit peu, même si je suis pas certain qu'il y ait besoin d'en parler. Non, oui. Mais en tout cas, voilà, il reprend la troisième place, il remonte, et puis malheureusement, ben, il reprend une pénalité le dimanche matin, puisqu'encore une fois, un problème technique l'empêche de démarrer. C'est les mécanos qui doivent pousser pour sortir du parc d'assistance, et il arrive encore 1 minute en retard, donc 10 secondes supplémentaires. Donc ça fait quand même trois Oui. pénalités dans le rallye, 3 petites sorties aussi sans gravité, et puis cette très grosse chaleur dans la power stage pour finir le rallye, où là il aurait pu clairement rester sur le carreau, hein. Ah, mais quand on revoit l'image, on se dit, ah oui, effectivement, on n'avait pas Ah oui, soupçonné. Ah oui, ça, c'est oui, sûr, oui. hein. Alors, il a passé son rallye à dire qu'il n'avait pas forcément de chance, qu'il avait des problèmes mécaniques aussi. Il y a Mm. un moment, il a fait une spéciale avec 40 ou 50% de la puissance. Mm. Donc, il s'est un peu énervé sur sa voiture, etc. Mais bon, la chance a quand même été au final de son côté, parce que cette sortie de route, là, il y en a 9 fois sur 10, il laisse la voiture dans le fossé Ouais. et il marque 0 points, hein. Ouais, on est bien d'accord. Non, mais c'est incroyable, effectivement. Là, tu as tout bien repris dans l'ordre, mais on a rarement vu autant de pépins, de soucis, de malheurs, d'infortunes, hein, de tomber sur un pilote. Et pourtant, il sauve la troisième place. Ça, c'est vrai que c'est un peu incroyable comme bilan. Ah oui, oui, et puis heureusement pour Hyundai aussi, hein, Mhm. parce qu'encore une fois, là, il y a la bataille des pilotes, il y a aussi la bataille des constructeurs. Cette fois encore, Toyota, pour la troisième fois, marque plus de points que Hyundai. Et c'est aussi grâce à... Enfin, le trou est encore possiblement comblable. Je ne sais pas si le mot existe en Si, français, si, mais oui. en tout cas, Hyundai peut potentiellement revenir sur Toyota, mais grâce à cette troisième place aussi de Neuville, Mm. parce que sinon le trou serait beaucoup plus important et voire même pas bien Mm. loin d'être définitif. Hyundai, j'enchaîne effectivement, Guillaume, avec la petite frayeur et la petite figure d'Oliver Solberg qui nous a offert une petite frayeur, hein.
Ah bah il s'est fait une belle frayeur parce que là où il sort, où il perd le contrôle de la voiture en survirage complet, c'est vite, c'est très très vite. Il y a des arbres autour et puis finalement il arrive plus ou moins à maîtriser la sortie de route pour qu'il n'y ait pas trop d'impact en tout cas. Mais voilà, malheureusement la voiture tape quand même assez fort, prend feu sur la partie arrière. Donc c'est l'abandon, c'est la spéciale neutralisée, drapeau rouge Mm. pour tout le monde, mais surtout c'est encore un rallye très décevant de la part d'Oliver Solberg. On parlait tout à l'heure, alors c'est pas péjoratif, mais des fils à papa. Entre les deux, on pensait il y a juste il y a 2 ans, voire un an et demi, que Solberg et Rovanperä auraient la même trajectoire. Aujourd'hui, clairement, Mm. Solberg, est pas au niveau d'un Ouais. Rovanperä et je le vois clairement pas Mm. avoir les capacités de progresser et d'arriver au niveau de Rovanperä. Ouais, ouais. Mais Là, voilà, c'est un je peu suis un peu cruel. déçu de sa prestation, de son début de saison. Je crois que c'est Sordo qui va prendre sa place Oui. au Portugal. Et pour le coup, si Sordo nous fait un rallye dont il a le secret quand il revient de faire des piges, ça risque d'être un petit peu compliqué Mm. pour Solberg par la suite. Ouais. Je Ouais. t'avoue aussi que je ne sais pas trop pourquoi c'était pas Sordo sur asphalte Mm. 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 qui a fait ce rallye, mais bon, il y a certainement des histoires de contrat, de volonté de développer un pilote plutôt que de marquer des points avec un quasi-retraité. Ça se comprend, ça s'entend. Toujours est-il que très décevant pour Hyundai. En tout cas, ils ne pouvaient pas se reposer sur leur troisième pilote pour marquer des gros points. Ouais, c'est sûr. Cela étant, chez Toyota, tout n'a pas été parfait non plus, puisque l'API, quand même, nous quitte tout de suite. Evans est frappé d'entrée aussi, mais traverse ce rallye de manière un peu là aussi transparente, pour reprendre le mot que tu as employé tout à l'heure, même s'il n'a pas été aidé par cette crevaison dès la première spéciale qui le plombe. Mais bon, chez Toyota, on a pu un peu frémir aussi, hein. Ah bah, sur ce rallye-là, les espoirs à la base ne reposaient pas forcément sur Rovanperä, qui encore une fois n'avait aucune expérience de ce rallye, même si il faut le mentionner, et c'est une chose qui est importante, avant les rallyes, Pirelli fait une séance d'essai, une journée d'essai, avec une voiture et un pilote d'une des équipes, et cette fois, bah, c'était tombé sur Rovanperä. C'était prévu, Rovanperä a fait, je crois, 400 km d'essai avec les Pirelli en Croatie, donc ce qui a Mhm. pu potentiellement lui donner un petit avantage, mais à la base, comme tu le sais, il n'avait pas fait le rallye l'année dernière, donc les espoirs de Toyota étaient plutôt, bah, notamment sur Evans, qui avait prouvé déjà, notamment à Monza, dans des conditions, on va dire, à peu près similaires, qui pouvait être très performant. Bah, malheureusement, cette première spéciale, la crevaison, il perd 1 minute 20. Bah, il se retrouve très rapidement très loin derrière. Et puis surtout, je pense que mentalement, c'est compliqué parce qu'il a vécu 2 premiers rallyes pas plus que compliqués. Il a 4 points Ouais. au compteur. Et je pense que voilà, qu'une fois que tu as 7 minutes 20 qui vient te mettre un grand coup de pelle derrière la tête, ben, le feu sacré n'est plus là, il n'a plus forcément envie d'attaquer, et puis il pense surtout qu'il faut capitaliser sur les possibles erreurs des autres sur le rallye. Donc c'est ce qu'il a fait, il a traversé le rallye, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu comme un fantôme, comme Mhm. d'autres pilotes, hein. On parlera d'un Greensmith, d'un Katsuta, il leur est arrivé quelques petites bricoles, mais rien de bien fou, et puis ils ont fait le rallye comme ça. Et Ouais. chez Toyota, effectivement, le troisième pilote, Lappi, bah, qui heurte une pierre avec l'avant droit, qui le fait crever, qui le fait même arracher un petit bout de suspension, il est obligé d'abandonner. Donc là encore, compliqué pour Toyota parce qu'il n'avait plus que 2 voitures pour marquer des points. Et puis par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Lapie, sur les 2 jours suivants, malgré quelques petites erreurs, quand il a fait des spéciales propres, était Mhm. quasiment tout le temps sur le podium. Il a fait un paquet de scratch, ce qui m'amenait tout à l'heure à dire que la Toyota était quand même bien plus performante Ouais. que la Hyundai sur ce terrain parce que les erreurs de Neuville, j'en suis convaincu, sont aussi dues au fait il doit conduire à la limite, voire un peu au-dessus, alors qu'un Lapie, bah, quand il attaque, même si c'est pas un spécialiste de l'asphalte, vient faire des gros chronos et des scratchs. Donc Mhm. voilà.
On va faire le petit sommaire, tiens, jusqu'à la fin de l'émission, voilà, pour donner encore plus envie à nos fidèles auditeurs et spectateurs de l'Afterlab de rester avec nous, parce que c'est pas fini cet épisode. Guillaume, tu as encore plein de choses à dire. Là, je vais te poser une question sur nos deux Français. De qui s'agit-il? De Fourmeau et de Loubet, parce qu'ils étaient en action. Et ensuite, effectivement, tu me parleras des deux autres Français, Loeb et Ogier, qui préparent leur retour. Ça, j'avoue que j'ai envie d'avoir ton avis. Mais c'est vrai que j'ai envie de te dire, et puis il y a un Français aussi qui a brillé en Croatie, si tu vas nous en parler aussi. Mais c'est vrai que j'ai envie de te dire, les Breen, Katsuta, Greensmith, non, on va pas tout détailler, parce que quelque part, bon, ils sont à leur place. Breen fait une belle 4e place pour le championnat, c'est intéressant. Il est 3e maintenant à 46 points de Rovanperä. Mais c'est vrai qu'on avait plus focalisé sur Evans, par exemple, et qui maintenant, lui, se retrouve à 59 points de Rovanperä. Non, mais tu te rends compte, plus de deux rallyes d'écart, 2 victoires d'écart, ou alors 2 rallyes pleins avec victoire plus Power Stage. Donc, effectivement, là, Evans, je pense qu'effectivement, les coups sur la tête continuent. Mais bon, allez, puisqu'on est français et que quand même, il y avait de quoi dire, je voudrais qu'on enchaîne par donc le duo Fourmeau-Loubet. Donc, chez Ford, hein, bien sûr. On commence peut-être par Pierre-Louis à la rigueur, puisque c'était vraiment la nouveauté. Il arrive chez Ford, on a bien senti que c'était un rebond pour lui, que c'était des bonnes nouvelles, des bonnes perspectives, qu'il fallait un peu mettre l'expérience Hyundai de côté de l'an dernier, que là, il y avait une belle carte à jouer. Bon, là encore, quelle malchance! 2 crevaisons d'emblée qui se transforment en une 3e et qui là le mettent hors du coup tout de suite. Oui, on en avait bien assez parlé l'année dernière, et puis ce début de saison, avec cette bonne nouvelle effectivement du retour de Pilouis sur une Puma WRC, avec pas mal de manches déjà définies. C'était un petit peu la nouveauté, c'était l'attente de ce rallye côté français, de voir un peu comment est-ce qu'il allait évoluer. Et puis, comme tu le mentionnes, malheureusement, une double crevaison dans la 2e spéciale. Donc obligé forcément de changer les 2 roues. Coup de chance, déjà, il en avait 2 dans le coffre, hein, mais bon, la plupart des pilotes ont fait le rallye avec 2 roues donc, de secours. Et puis la spéciale suivante, il crève une 3e fois, et puis là, cette fois, c'est abandon obligatoire. Donc, malchance, je sais pas. Tu sais, on a tendance à dire, et notre ami Didier Clément est bien, On le salue, lui, qui nous écoute voilà, tout le temps. de cette mention. Et entre réussite et chance, il y a une différence. Là, aujourd'hui, je sais pas, je parlerai pas de malchance parce qu'il a quand même été le seul à crever 3 fois. Je sais pas, j'ai pas vu les caméras embarquées, je sais pas dire s'il y a vraiment une faute de pilotage, si c'était uniquement, comme tu le dis, de la malchance, parce qu'il y a encore eu un paquet de crevaisons sur ces pneus Pirelli. Est-ce que c'est aussi un manque d'habitude de cette WRC, de savoir où est-ce qu'on peut couper, où est-ce qu'on peut aller chercher la corde ou pas? Toujours est-il que, et puis c'est pareil, hein, quand on a 2 crevaisons, on sait très bien qu'il faut en garder, il faut rester au milieu de la route, etc. Donc, encore une fois, je me permettrai absolument pas de juger parce que j'ai pas vu les images, notamment de cette 3e crevaison. Je sais pas d'où elle peut venir. Donc voilà, juste extrêmement déçu parce que c'était une belle occasion. Et puis derrière, malheureusement, Pierre-Louis se retrouve avec toute la pression du monde en tout cas la pression de son monde sur ses épaules pour devoir ramener la voiture et ne pas la casser, et puis essayer de prendre un maximum d'expérience avec ces nouvelles WRC parce que c'était la première fois qu'il les conduisait en rallye. Il a encore quelques manches à faire, donc clairement pas une satisfaction, mais au final, il fait quand même un paquet de kilomètres, et puis on verra les prochains rallyes. Voilà. Et Adrien Fourmeau, lui, quand on regarde le classement du championnat, c'est très cruel. 3 fois abandon en 3 épreuves depuis le début de l'année. Donc là, évidemment, ça fait mal aussi. Faut-il être un peu dur envers Adrien? Faut-il au contraire lui accorder tout notre soutien, ce qui est globalement le cas, évidemment. Mais là, si tu emploies cette petite différence entre malchance et réussite, là, tu l'analyserais comment pour Adrien? C'est compliqué, compliqué à dire parce que lui aussi est dans une position qui est extrêmement précaire, on va dire, hein. Tout le monde sait que
que son siège chez M-Sport n'était pas forcément assuré en fin d'année dernière, qu'il a été officialisé assez tardivement, qu'aujourd'hui il y a quand même un lob qui gagne au Monte-Carlo. Il y a un Adrien Fourmeau qui peine quand même à faire ses preuves juste un an après, ou en tout cas à confirmer l'excellente prestation qu'il avait faite l'année dernière en Croatie, où tout le monde avait applaudi des deux mains et nous les premiers parce qu'il avait fait une course qui était juste remarquable. Aujourd'hui, il faut surtout pas oublier ça. Parce qu'on sait de quoi est capable Adrien Fourmeau. On sait aussi que la fin de saison de l'année dernière a été jonchée de hauts et de bas, voire de très bas. Et puis cette année, elle commence très très mal avec cette sortie au Monte-Carlo. Bon, il a passé une semaine chez M-Sport à la suite de cet accident pour aider justement les mécanos à reconstruire la voiture, pour essayer de s'imprégner un peu mieux de cette atmosphère M-Sport, pour comprendre un peu plus la mécanique. Enfin, je pense que c'était aussi un besoin qu'il avait de se recentrer sur là-dessus. Et puis malheureusement, la Suède se passe mal. Et puis ici, au bout du deuxième virage de la troisième spéciale, il sort de manière très, très forte, très spectaculaire dans le jardin d'un habitant, hein, tout simplement. C'est ça. Donc ça peut paraître assez amusant, mais ça ne l'est pas du tout. L'endroit où il sort, c'est une grosse flaque qui évoluait énormément en fonction du temps. Enfin, même en fonction, enfin, du temps, je veux dire chronologique, hein. Oui. C'est-à-dire que lui, quand il est passé, il y avait plus d'eau que quand celui de derrière est passé, et encore, enfin voilà, c'était une partie vraiment très très bizarre, comme il l'a mentionné dans une interview. Et ça fait qu'il part en aquaplaning, il peut rien faire, et voilà, c'est un nouvel abandon pour lui. J'aurais du mal à me positionner, hein. On n'est pas dans les petits papiers, et encore moins dans le secret des dieux, mais avec, ça fera un petit peu la transition, mais avec un ONU champion du monde qui vient reconduire la Puma au Portugal, qui aura une belle position de départ, même si elle ne sera pas idéale. Euh, oui, on va voir. On va voir, mais c'est pas dit que malheureusement que Fourmeau puisse assurer son contrat de toutes les manches WRC de l'année. Oui, il y a encore 2 mois, on se serait focalisé sur le classement du championnat et même les points qui auraient pu le séparer du leader du championnat, parce qu'Adrien Fourmeau a une carte à jouer évidemment au championnat. Donc là, je pourrais te dire de manière très brute, il a 76 points de retard sur Rovanperä au championnat, puisqu'il en a marqué 0 et Rovanperä en a marqué 76. Mais tu seras d'accord avec moi, ça n'a plus lieu d'être, ce genre de réflexion, puisque quelque part, non, la question n'est pas de savoir ce que va faire Fourmeau au niveau du championnat. Il faut absolument qu'il reprenne effectivement une marche en avant, qu'il score. Et on verra si effectivement ça peut remonter. Et je le crois et je le veux. Maintenant, effectivement, il faut vraiment enrayer cette spirale infernale. Et là, on est de tout cœur avec lui parce que c'est un peu trop. C'est trop pour être vrai, si j'ose dire. Bon. Chez Ford, j'ai bien aimé la figure de Greensmith quand il est allé dans le talus. Là, c'était pas mal. Joli aquaplaning, oui. Je lui mets une belle note aussi. Mais côté français, petite parenthèse, si, Johan Rossel, bravo, 7e au général et vainqueur en WRC2. Donc écoute, on peut quand même le féliciter. Très très belle performance de Rossel, qui fait tout simplement aussi une course parfaite, du début à la fin, sans encombre, à maîtriser l'écart qui le séparait des poursuivants qui sont un petit peu relayés à sa poursuite. Les WRC2 ont été plutôt à la fête sur ce rallye. Je ne sais pas si tu as vu, mais notamment dans cette fameuse spéciale, la spéciale 19, où il y a eu cette énorme pluie, oui, c'est ça. juste avant la Power Stage. Donc c'est Tanak qui fait le scratch, mais deuxième, c'est Emil Lindholm. Oui. Avec une WRC2, donc à 16 secondes. Et puis derrière, c'est Chris Ingram avec une autre WRC2 à 18 secondes. On a Neuville et Rossel fait le 4e temps au scratch à 22 secondes. Donc une belle performance. Lindholm marque aussi le point de la Power Stage de la 5e place. C'est vrai. Donc devant des Greensmith et Katsuta, Lapi et autres. Donc voilà, mais bon, juste pour explication, en fait, les pneus des WRC2 sont un peu plus soft que les pneus des WRC, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de puissance à passer, encore
encore plus avec l'hybride des nouvelles WRC1 qui nécessite d'avoir encore un peu plus de dureté dans les pneus pour faire passer la puissance au sol sans trop les user. Donc c'est clairement pour ça que les WRC2 avaient ce petit avantage par rapport au WRC1 sur ces conditions très très humides. Ouais. Et ça n'empêche pas, en tout cas, qu'on a une belle victoire française de Johan Rossel qui se replace un petit peu au championnat, qui est toujours mené par Mikkelsen, Oui. mais il revient à la deuxième place. Donc voilà, pourquoi pas une bagarre entre Johan Rossel et Andreas Mikkelsen en fonction de ces différents rallyes qui seront réalisés par les deux pilotes. Voilà, allez, on va terminer cet épisode, mais vous l'attendiez, cette projection qu'on va se faire, Guillaume et moi, forcément, sur le rallye du Portugal. Donc, dans un mois, on va avoir un rallye fabuleux, puisque donc, alors, Loeb, c'est sûr, revient. Ogier, au moment où on parle, Guillaume, c'est pas confirmé, Non. mais tout le monde pense que qu'il sera bien là. T'es comme moi, tu anticipes ou pas qu'il sera bien là ou pas? J'espère, Oui. ce serait bien. Ce serait bien pour le spectacle, ce serait bien de revoir un duel Loeb-Ogier entouré de tous les autres protagonistes. Après, je suis pas certain qu'ils auront la même, comment dire, la même domination qu'ils ont pu avoir au Monte-Carlo. Mais en tout cas, ils auraient des positions très intéressantes au classement, même si Oui. Loeb, j'imagine, aurait Alors, préféré partir un petit peu plus loin, parce que là, il oui, partirait quatrième. Loeb est toujours quatrième au championnat, juste devancé, il faut le savoir, par Rovanperä, Neuville et Breen. Mhm. Mais Loeb, donc, sera quatrième. Et Ogier, huitième. Mhm. Mais, par exemple, devant toujours Evans et Lapie. C'est ça qui est incroyable, hein, avec un seul rallye. Ogier. Alors, la huitième place sur Terre au Portugal, c'est mieux que de partir quatrième. Hein, c'est Ah ce qu'on bah, se dit tous. tout va dépendre encore une fois des conditions météo, parce qu'on sait que le Portugal, s'il pleut des cordes, c'est de la boue, c'est le rallye d'Angleterre quasiment, du Pays de Galles, et là, il vaut mieux partir premier. Mais bon, il y a de très fortes chances quand même que ce soit un rallye plutôt sec. Et là, très clairement, il vaut mieux partir vaut mieux partir huitième que quatrième, et encore mieux que premier où sera Rovanperä, donc pour balayer sur la première journée. Mais ouais, je suis quasiment certain que ouais, Loeb aurait aimé partir un petit peu plus loin et que quand il a officialisé son arrivée au Portugal il y a quelques jours, le rallye n'était pas passé et il pensait perdre quelques places au classement, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc on verra, mais ce serait super sympa ouais, d'avoir Voilà. Ogier qui vienne l'accompagner et que ce fameux gentleman agreement qu'on avait évoqué il y a quelques temps aussi, puisse se faire et que plutôt que de faire des piges l'un et l'autre sur différents rallyes, puisse refaire briller le WRC sur Oui. des manches bien sélectionnées et alléchantes. Alors, puisqu'on est dans une supputation, dans des imaginations quand même un mois avant, moi, si je devais peut-être mettre un petit bémol sur la réussite à venir de nos deux amis, c'est qu'il y a forcément des choses qui se sont passées depuis le Monte-Carlo, qui ressemblaient à une fête un petit peu en mode parenthèse, mais la vie, si j'ose dire, mais là, évidemment, c'est l'intérêt du débat, mon cher Guillaume, hein, je pointe éventuellement un peu plus que de raison là où ça pourrait être moins bien, c'est qu'une fois cette parenthèse enchantée du Monte-Carlo refermée, donc la vie a repris. Sébastien Loeb a repris son programme. Alors, bon, il y avait le Dakar, d'accord, mais il y a l'Extremi. On a appris qu'il allait faire du DTM. Ça, c'est vraiment la surprise du chef. On sait qu'il est globalement par Mont et par Vaux tout le temps, hein, Sébastien Loeb. Ça, il ne manque pas d'occupation et de programme. Bon, le rallye redevient quelque chose de très important pour lui, mais qui n'est pas le seul. Sébastien Ogier, en attendant, lui, a démarré sa vraie campagne, sa quasi-reconversion en endurance, ni plus ni moins qu'en WEC, championnat du monde, et il a commencé par ni plus ni moins que Sebring, de la vie générale, effectivement, peut-être la course la plus difficile pour commencer en mode endurance, dans un proto, sur un circuit à nul autre pareil, avec 60 voitures autour, avec du béton. Enfin, c'est vrai que là, il n'a pas choisi la facilité. On peut penser qu'effectivement, maintenant qu'il a fait Sebring, peut-être ça lui semblera plus facile à Spa ou à Monza. Bon. Ce que je veux dire, évidemment, Guillaume, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que mentalement, est-ce qu'il n'y a pas eu des switches de la part de nos deux champions
qui, de fait, ont autre chose dans leur vie aussi que du WRC et à faire la fanfare, même si on l'adore, en WRC. Est-ce que tu crois qu'effectivement, ils vont arriver à se remettre dans cette bulle WRC ou est-ce que ça ne sera pas si facile que ça non plus? Ce ne sera pas facile, ça c'est clair. Euh, pour Loeb, il nous a déjà habitués à tout ça et le Monte-Carlo a été encore juste une preuve supplémentaire s'il en était besoin. Donc pour Sébastien Loeb, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions à se poser. La question, elle se posera, je pense, plutôt après, si jamais il y a encore un excellent résultat de Loeb au Portugal. Comme on l'a vu, hein, il n'est pas non plus, enfin, il est encore au contact en ayant fait un seul rallye avec, avec la Puma. Donc, est-ce que potentiellement il pourrait être titillé par une continuation et encore plus de manches par la suite et de peut-être faire tirer une croix sur l'un ou l'autre des championnats dans lesquels il est engagé? Je ne sais pas, encore une fois, là, comme tu dis, c'est des supputations, on ne va pas faire de plan sur la comète, on va déjà voir comment ça se passe au Portugal. Faut pas oublier aussi que le Monte-Carlo potentiellement restait une exception dans le sens où tout le monde découvrait les nouvelles voitures, avait un kilométrage quasiment équivalent sur ces nouvelles technologies. Là aujourd'hui, que ce soit Loeb et Ogier dont je vais parler juste après, ils commencent vraiment à avoir un retard en termes d'expérience de ces autos. Et on a vu ô combien c'était important de savoir gérer cette cartographie des différents boosts, parce qu'on en parle un petit peu moins maintenant, parce que c'est plus la nouveauté, mais c'est toujours d'actualité. Et puis surtout l'aéro de ces voitures, la tenue de route. Bon, il y a énormément de choses qui doivent être prises en main. Pour Sébastien Ogier, lui, pour le coup, est un petit peu moins coutumier du fait de faire ces switches, comme tu le disais, entre différentes disciplines. Aujourd'hui, il avait l'air pleinement engagé sur la campagne de WEC et sur l'endurance avec nos amis de Signatech, Alpine et Richard Mille sur l'exploitation de cette LMP2. Il a l'air, en tout cas, des différents reportages, témoignages que j'ai pu avoir, vraiment content de ce changement, avec une vraie envie d'apprendre. Il a témoigné aussi après Sebring que la course ne s'était pas forcément passée comme il le souhaitait, avec un premier relais qui a été très compliqué parce qu'il n'a pas pu gérer les pneus comme il le souhaitait. Donc c'est vrai qu'il était même désolé d'avoir un peu pénalisé ses coéquipiers parce que clairement ce premier relais n'avait pas été à la hauteur de ses attentes. Donc peut-être que pour Ogier ce sera un petit peu plus compliqué. Il a l'air d'être vraiment impliqué dans ce programme endurance. Et on va voir ce que ça donne au Portugal. Mais je pense que de toute façon, l'un et l'autre, voilà, ils viennent en WRC, peut-être pour continuer à prendre un peu de plaisir sur ces disciplines, sur ces spéciales, rendre un petit service aussi aux équipes qui leur ont fait confiance. Mais la plus grosse question pour moi restera Loeb si jamais il y a encore un résultat très probant. Parce que je pense que, on en parlait tout à l'heure, hein, mais Ford a aussi besoin de marquer des points, de gagner des rallyes. Aujourd'hui, ils sont qu'à 4 points de Hyundai. Donc voilà, en fonction de ce qui se passe, est-ce qu'ils ne voudront pas accompagner Brin d'une manière beaucoup plus forte que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui avec Greensmith ou Fourmeau? Oui, tu as raison, cet enjeu, il est là. Ouais. Bon, là, alors, autant au Monte-Carlo aussi, pour conclure, là, autant on se réjouissait d'avoir ce duel franco-français extraordinaire, des deux champions exceptionnels qu'ils sont, et bon. Autant là, je serais le premier à pas souhaiter qu'il y ait eux deux et puis tout le monde soit relégué loin derrière. D'abord, je n'y crois pas parce que voilà, le contexte n'est pas le même. Et là, pour le coup, je serais vraiment déçu pour le WRC que ce soit le cas. Rovanperä, c'est évident qu'il est à un super niveau. Là, il peut pas se prendre une tôle a priori par Loeb et Ogier sur le talent pur. C'est pas possible. C'est plus possible en tout cas. Et puis Neuville, Tanak, Brin, ils doivent être là. Hein. Oui, encore une fois, hein, on verra au Portugal, hein, mais je pense que
Le Monte-Carlo était vraiment une exception, un alignement de planètes qui a fait que, vraiment, encore une fois, des nouvelles voitures, des conditions qu'ils masterisent tous les deux, aussi bien l'un que l'autre. Enfin voilà, s'ils ont gagné, je crois, 8 fois chacun le C'est ça. Monte-Carlo, c'est pas pour rien. Bref, voilà, c'était un cumul de circonstances qui a fait que, mais effectivement, s'ils arrivent à être encore au-dessus du lot au Portugal, c'est Mhm. clairement pas normal. J'y crois pas une seule seconde non Ouais. plus, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, comme tu l'as très très bien dit. Mhm. Et ce serait une trop trop grosse claque pour le Mhm. WRC. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison. On regarde Ogier l'année dernière et les années précédentes, il a quand même bataillé jusqu'à la fin pour être champion du monde, avec les mêmes voitures que les autres. Donc, il n'y a pas de raison qu'il survole la discipline comme ça sur un rallye, parce Ouais. que voilà, parce qu'il aurait plus de repos que les autres. On n'est pas dans des Ouais. sports de physique, d'endurance ou quoi, où le repos ou le bien-être mental peut faire la différence, et une fraîcheur, on va dire, physique ou mentale peut être extrêmement importante. Non, Ouais. j'y Bon. crois pas bien. Donc, J'espère juste on est. une vraie, vraie belle bagarre Ouais, ouais. entre tout le monde, et après se posera peut-être aussi la question des consignes d'équipe. Ça, c'est Mhm. aussi quelque chose Mhm. qui sera intéressant. C'est est-ce qu'un Ogier, s'il prend des points à un Rovanperä par rapport à un Tanak ou un Neuville, est-ce que Mhm. bah, là, pour le coup, Latvala va dire à Sébastien, écoute, il faudrait laisser passer, et inversement pour chez Ford, hein. Donc, Mhm. on Mhm. verra, on Ouais, verra. ouais. T'as tout Ce à sera fait intéressant. raison. Bon, bah, en tout cas, je vois qu'on est à peu près quand même sur la même longueur d'onde. Et alors, il y en a qui doivent être contents, mais c'est normal, c'est la loi du jeu. Bah, les organisateurs du Rallye du Portugal, là, c'est incroyable, ça va être fabuleux, effectivement. Ça nous promet une ambiance bah, qui va être extraordinaire dans ce pays qui possède le rallye dans ses gènes. Oui, non, non, là, c'est sûr que ça va nous faire un rendez-vous exceptionnel. Bon, bah écoute, on attendra de s'y trouver. On va conclure cet épisode, mon cher Guillaume, en te laissant la parole comme de coutume, parce que tu as peut-être quelque chose à nous montrer ou à nous révéler ou à nous annoncer. Oui, On te fait alors confiance. effectivement, comme tu le sais, hein, moi j'ai un projet qui est en train de se concrétiser. Enfin, on a un projet qui est en train de se concrétiser, qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Donc chez Auto Mini Racing, donc une exposition permanente de miniatures sur la région stéphanoise. Donc là, on a énormément avancé avec un local qui pourrait être à disposition. Donc voilà, on fait un peu appel à toutes les bonnes volontés de venir nous suivre, parce que c'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir finaliser les partenariats qu'on est en train de créer avec différents industriels de la région, notamment différentes collectivités aussi, qui permettraient d'ouvrir cet espace vraiment de partage et d'échange autour de la miniature, du sport auto, mais pas que, puisqu'on souhaite vraiment qu'il y en ait pour tout le monde, pour les papas fans de sport auto, pour les enfants, les petits garçons, les petites filles aussi, et pour les mamans. Donc voilà, pour pouvoir vraiment venir en famille. Et donc aujourd'hui, bah voilà, pour illustrer un petit peu ça, je vous ai ramené une grosse Ah miniature oui, au 1/18e cette fois voilà. de Calero Vanpera. Ah, Donc, dis comme donc. tu l'auras remarqué, hein, je fais toujours les petits coucous qui vont bien aux gens de chez Oreca à Manicourt qui assemblent et exploitent le moteur de ces Skoda Fabia R5. Et puis voilà, donc c'est ce type de modèle, même si celui-là est très loin d'être rare, puisque c'est tout simplement une voiture de collection presse, mais en tout cas, on a des modèles et énormément, enfin, tout simplement la plupart des modèles qui sont juste uniques, des dioramas. Et puis, on aura un espace jeux vidéo, un espace Michel Vaillant, un espace un peu plus cosy pour consulter des livres, des vidéos, boire un petit café et autres. Donc voilà, le projet qui avance très très bien, très très bien. Je te remercie en tout cas de prendre des nouvelles, et puis je vous invite tous à suivre sur Instagram, sur Facebook, donc sur le site internet aussi, les différentes pages, donc @auto-mini-racing tout attaché. Voilà, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur mon Facebook, mon Instagram aussi, @laflaf25, si vous avez des questions, qu'elles soient techniques, ou tout simplement échanger sur ce rallye de Croatie. Et puis, LFB, comme on le dit souvent aussi, mettez un petit commentaire, un petit like sur la vidéo sur YouTube. Et toi comme moi, on a l'habitude de répondre, d'échanger sur ces différents sujets, et ce sera toujours avec un très très grand plaisir en tout cas.
Oui, oui, d'ailleurs, on a, je dirais, de plus en plus de commentaires sur nos vidéos, en tout cas sur la chaîne YouTube l'Afterlab, donc c'est sympa. Et puis, bah, les débats sont ouverts et on répond, effectivement, et ça peut se prolonger. En tout cas, là, je vois le chrono, bah oui, on essaie de faire en moins d'1 heure, on va y arriver, mais on se laisse emporter, mais c'est normal parce que cette actualité WRC, à chaque rallye, il se passe tellement de choses qu'effectivement, il faut du temps pour tout détailler. Et ça devrait être évidemment le cas tout au long de l'année, parce que là, cette saison, elle est tellement bien partie à ce niveau-là, il se passe tellement de choses que ça le fait vraiment très bien. Guillaume, je vais te libérer, je vais te remercier beaucoup évidemment de ta Ouais. disponibilité. Une fois de plus, c'est toujours très appréciable de te retrouver, de bénéficier de tes lumières. Je te souhaite de bien te porter, plein de bonnes choses à toi et à ton entourage. Vous tous, eh bien vraiment merci pour votre passion et votre fidélité, d'être toujours fidèle à l'Afterlab, même si cette année, c'est des numéros un petit peu plus événementiels, un peu plus mensuels qu'hebdomadaires, mais on est toujours là et on continue de réagir tout de même à l'actualité avec un A majuscule du sport automobile dans toutes ses meilleures formes. Merci Guillaume, à bientôt, hein. Bah, merci LFB, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À très très vite et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour continuer ce bel échange et partager notre passion du sport auto. À très Voilà, vite. salut, ciao.